Alors, ceci, on en a déjà parlé. Oui, au niveau mais des concepts, mesures, tests, évaluation, c'est vrai qu'on a déjà abordé ça dans le cours évidemment d'intro à la mesure. Rappelez-vous, l'idée, c'est que quand on parle de test, et donc je vous renvoie à la définition du test, aux critères de qualification du test d'intro à la mesure. Tout le monde a eu intro à la mesure. Je ne dis pas de bêtises, hein. Ça va. Donc au niveau de ce test, de la notion de test, évidemment, il faut qu'il y ait mesure pour qu'on soit dans une procédure de test, il faut qu'il y ait une mesure, il faut qu'il y ait prise d'informations sur le sujet. Donc évidemment, la notion de test est incluse dans la notion de mesure, mais c'est pas parce qu'on fait une mesure qu'on est dans un test. C'est pour ça que j'ai inclus l'ellipse du test à l'intérieur de la mesure, mais donc il y a des éléments de la mesure qui ne font pas partie du testing. Et au niveau de l'évaluation, c'est quelque chose abordé beaucoup moins dans le cadre du cours. Donc ce cours-ci, on va vraiment s'intéresser au croisement de mesures, tests et évaluation, mais en insistant beaucoup sur la notion de testing. Et donc, si on a déjà entendu parler de différents concepts, en fait, au niveau du testing, on est plus dans le domaine de la psychométrie, et l'évaluation, on est plus dans le domaine de l'édumétrie. Alors, les objets sur lesquels on va travailler, j'y reviens plus parce que j'en ai discuté un peu avant, là. Donc, ça, c'est le même slide que tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous voyez que mes petits cadeaux sont là-bas en haut, vous les voyez? Donc, ça, c'est un ensemble de... On dirait quoi? On dirait quoi? On dirait le petit Happy Meal. Ah oui, les petits Happy Meal. Oui. J'ai cherché cadeau et voilà, j'ai trouvé ça. Que je vous fais cadeau cette année de ça, mais c'est supposé connu. Hein. Donc voilà, il y a un ensemble de slides avec les grandes idées métrologiques introduites par les précurseurs. Donc ici, je vais vous faire un résumé très rapide du coup finalement d'intro à la mesure, une espèce de structure que j'ai fait moi-même. Et donc, il y a des petits cadeaux, donc je passe très vite, hein, d'accord? Sinon, je n'aurai pas le temps en 2 heures de faire tout ce que je dois faire. Mais si vous voulez, ça ne va pas, on peut y revenir quand vous voulez. Donc, il y avait l'idée du trait latent. Vous venez de ce graphe où on disait que si on voulait faire une mesure de l'esprit, d'un trait de l'esprit humain, il fallait en fait passer par une manifestation externe, parce que le trait de l'esprit humain, il est inobservable. Ce qui est observable, c'est une manifestation externe, et donc la mesure, elle a lieu sur cette manifestation externe. Et donc il y a un lien indirect entre mesure et trait que l'on veut mesurer. L'idée de corrélation, donc l'idée que plus une quantité que je vais mesurer est grande, plus le trait que je vais appréhender est grand. Donc cette idée de variation de ces deux éléments. La mesure, donc la manifestation finalement que je mesure, et le trait que j'essaye d'appréhender. L'idée de validation avec les 2 principes méthodologiques qui ont été utilisés par pas mal de précurseurs tels que Gall, Broca, Jeremy Gall, Broca et Lombroso, qui, rappelez-vous, ces deux principes qui étaient: on isole un ensemble de sujets sur base de critères externes. Si je prends Broca, il disait que les hommes étaient plus intelligents que les femmes, et donc sur base du critère externe qui était le sexe, il disait que ces choses-là sont plus intelligentes que ces humains-là sont plus intelligents que ces humains-là. Et puis le deuxième principe qui était de rechercher chez ces sujets humains des éléments observables de manière à pouvoir finalement justifier ces regroupements. Et donc Broca, il avait fait des mesures de poids de cerveau. Il avait effectivement montré que le poids du cerveau des hommes était plus lourd que le poids du cerveau des femmes. Là où le bas blessait, c'est qu'il liait le poids du cerveau au niveau d'intelligence. Mais donc ces 2 principes ont été utilisés par pas mal de précurseurs de l'histoire de la mesure. L'idée d'activité, souvenez-vous, on était à un moment donné passé à un tournant où au départ on observait l'homme juste en son état, et puis on est passé à étudier l'homme en action, c'est-à-dire qu'on a fait faire des choses à l'humain, et c'est ça qu'on a mesuré. Et donc là, pour vous rappeler ça, je vous ai mis une des fiches du laboratoire anthropométrique de Galton.
Il y a eu aussi l'idée de discrimination, et donc ça c'était avec les travaux de Binet et Henry, et sur l'idée que c'est la variabilité qui va devenir un moyen de caractériser les individus. Et donc on va regarder comment un individu est différent des autres, et non pas en quoi les individus se ressemblent. Et donc on utilisait la variabilité comme indice de pertinence, et c'était avec les travaux de Binet. L'idée de qualité multiforme, et donc là on avait introduit les deux grandes notions importantes dont on va encore reparler dans le cadre de ce cours-ci, qui sont les notions de validité, c'est-à-dire est-ce que la procédure que j'ai mis en place, donc est-ce que le test que j'ai mis en place mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Si je fais une échelle de fatigue, est-ce que ce test échelle de fatigue va bien mesurer la fatigue du sujet, donc est-ce qu'il est valide dans ce sens-là. On avait vu qu'il y avait différents types de validité aussi. Et puis l'autre concept qui se rapporte plus à la technique de mesure et à la précision, la qualité de la mesure, qui est cette notion de fiabilité. Et souvenez-vous, j'avais parlé de fidélité aussi, qui est le terme utilisé dans le courant français, mais qui se rapporte plus à un type particulier de fiabilité, qui est cette fiabilité dans le temps. La fidélité, c'était, on avait un test fidèle si, lorsque l'on prend les mêmes sujets, que l'on teste à 2 reprises, à 2 moments différents avec la même procédure, on dira que ce test est fidèle si les résultats que les sujets ont obtenus lors des 2 passations sont très corrélés entre elles. C'était ça la notion de fidélité. Oui, ça va vite, hein, les rappels. Et puis, le corps théorique sur lequel on s'était aussi appuyé pour l'appréciation de la qualité, qui était cette théorie des erreurs de mesure, qu'on appelait aussi la théorie des scores vrais, avec la notion de score, de valeur observée, qui était en fait l'élément observable par la mesure, qui, par définition théorique, était considéré comme la combinaison de 2 éléments, un élément systématique et un élément aléatoire. Un élément systématique qu'on appelait le score vrai, et un élément aléatoire qu'on appelait l'erreur, qui peut être constitué de plusieurs erreurs. En fait, ce que l'on observe, c'est la valeur observée, c'est le x, mais que ce x est composé d'un score vrai et d'une erreur, et évidemment tous les postulats qui en découlent. Exemple, le premier postulat qui disait l'espérance mathématique du score E de x égale t, l'espérance mathématique du score observé est égale au score vrai. Ce qui voulait dire quoi? Si on voulait avoir une mesure du score vrai, il fallait faire une infinité de prises de mesure sur mon sujet et puis en faire une moyenne. Et normalement, cette moyenne de l'infinité de mesures nous permet d'approcher au plus près le score vrai. Pourquoi? Parce que si on fait une infinité de mesures, tous les termes d'erreur qui sont des termes aléatoires vont une fois s'additionner, vont se compenser, si vous voulez, à la fin, on va vraiment obtenir le score vrai. Donc il y avait ce postulat-là, et puis il y avait 3 autres postulats. Alors, vous vous souvenez, ρ, c'est simplement pour symboliser l'effet qu'on fait une corrélation, qu'on fait une mesure de corrélation. C'est pas le ρ de Spearman, pour ceux qui connaissent. C'est juste une mesure de corrélation, quel que soit l'indice que l'on utilise pour faire cette mesure de corrélation. Et donc, il y avait ces 3 postulats qui disaient, le premier, qu'il fallait qu'il y ait indépendance entre l'erreur et le score vrai, donc corrélation égale à 0. Le deuxième qui disait qu'il fallait indépendance entre les erreurs de 2 prises de mesure, E1 et E2, et qu'il fallait qu'il y ait indépendance entre l'erreur d'une première prise de mesure et le score vrai d'une deuxième prise de mesure. Alors tous ces postulats, j'avais donné des exemples, etc. Tout ça est là. Donc je vous ai tout remis. Donc vous ne devez pas aller trop fouiller. Tout ça est là avec les exemples que j'avais donnés, effet plafond, effet plancher, la différence entre score vrai et score valide. Tout ça est là. Donc je passe très très vite. Donc vous voyez qu'à chaque fois des petits cadeaux. Mais ça me ferait plaisir que vous alliez une fois relire, quoi. En tout cas, je pense que ça va vous aider pour la suite du cours. Voilà, donc je passe toujours mes petits cadeaux. Et on arrive dans le vif du sujet. Et donc, ce que je voudrais faire, donc maintenant, donc là, on rentre
dans le vif du sujet de la matière du cours. Donc je voudrais qu'on réfléchisse un peu à la manière de construire un instrument de mesure qui permet de récolter des données sur l'humain et un instrument de mesure particulier qu'on appelle le test. Alors je vous ai remis ici 2 définitions. Vous vous souvenez qu'on avait vu tout un ensemble de définitions du test. Je vous en ai remis 2 ici qui me semblaient intéressantes, qui étaient donc la première, Zazo, qui dit que le test est une épreuve strictement définie dans ses conditions d'application et dans son mode de notation qui permet de situer un sujet par rapport à une population elle-même bien définie. Je vous remets ça comme ça, maintenant on est tous bien d'accord de quoi on parle quand on parle d'un test. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que c'est strictement défini.